Nous sommes dans les années 2000. Samuel a 24 ans, c'est un étudiant qui n'a pas beaucoup d'argent. Donc, il décide de faire l'acquisition d'une petite voiture d'occasion. Parce que il habite à la campagne et c'est loin de son université. Donc c'est une voiture qui est un peu vieille, qui fait du bruit, qui est pas très belle, etc. Mais lui, il en est très content. Parce que en termes de confort et de tranquillité, ça lui apporte énormément. Il n'a plus besoin d'attendre les 2 bus qui passent par jour près de son village, il peut étudier tard à la bibliothèque, il peut aussi sortir avec ses amis le soir, donc lui, il en est très content. Maintenant, nous sommes en 2022. Samuel a bien grandi, il est devenu chef d'entreprise, a énormément d'argent, et il décide de faire l'acquisition d'une voiture de luxe à 1 million d'euros. Donc il va chez le concessionnaire, il l'achète, et puis en l'utilisant un peu plus de 10 minutes, il se rend compte qu'il y a une petite rayure sur le rétroviseur et qu'elle fait un peu trop de bruit à son goût. Donc il retourne chez le concessionnaire, il se fâche, il lui dit que c'est pas normal pour une voiture d'1 million d'euros d'avoir ce type de défaut. Mais où est passé le Samuel du début, l'étudiant fauché ? Eh bien, il est plus là. Pourquoi ? Parce qu'il a changé de confort de vie. Et donc, la moindre petite contrariété ne correspond plus à ses exigences du moment. Une personne qui gagne 100 000 euros tous les mois et qui passe de 100 000 euros à 50 000 euros tous les mois ne va pas être contente. Alors toi et moi, citoyens lambda, on se dirait mais attends, il gagne 50 000 euros par mois, il est pas content ? Oui, sauf qu'en fait, lui, il a l'habitude d'avoir un rythme de vie qui nécessite 100 000 euros par mois. Et donc s'il passe à 50 000 euros, il ne peut plus atteindre le niveau de confort qu'il souhaite. Quand on a un mode de vie, qu'il soit aisé ou bien plus précaire, souvent, en termes de comparaison, on se base sur notre situation actuelle, et beaucoup moins sur notre situation passée. Et avec Samuel, c'est exactement ce qui s'est passé. Il s'est enrichi, et donc ses exigences correspondent à son train de vie actuel. Par contre, ça ne veut pas dire qu'il est forcément plus heureux aujourd'hui que quand il était un étudiant fauché, étant donné que ses exigences augmentent en même temps que son rythme de vie. Tout cela est en grande partie dû à l'adaptation hédonique. L'adaptation hédonique, qu'est-ce que c'est ? L'adaptation hédonique, c'est le fait de toujours revenir à un niveau de bonheur relativement stable, malgré les événements positifs et négatifs dans sa vie. Tu peux le voir comme un thermomètre, par exemple. Un thermomètre qui aurait une température stable de 37 degrés. À chaque événement positif, ce thermomètre atteint une température plus élevée. Et à chaque événement négatif, atteint une température moins élevée. En résumé, on aurait un point d'équilibre du bonheur, jusqu'auquel on reviendra tout au long de notre vie. Donc une personne qui commence à gagner plus d'argent au début sera plus heureuse, mais son bonheur redescendra petit à petit jusqu'à un point stable et ne sera pas plus heureuse qu'une personne qui est moins riche puisque ses désirs et ses attentes augmenteront de manière parallèle. Ça peut se manifester aussi dans ta vie quotidienne, par exemple, je sais pas, tu vas commencer à aimer énormément une boisson, donc tu vas avoir envie de la boire tous les jours. Tu vas la boire tous les jours pendant 2 semaines, sauf qu'au bout de 2 semaines, au bout d'un moment, tu vas t'habituer à ce plaisir. Et donc tu prendras plus autant de plaisir. Et donc c'est pareil, ton bonheur va revenir à un niveau qui est stable. Donc quand on y pense, c'est plutôt rassurant d'avoir un point d'équilibre en termes de bonheur, parce que quand on rencontre des événements négatifs, c'est quand même rassurant de se dire, quoi qu'il arrive, mon bonheur reviendra à un moment. Mais d'un autre côté, en ce qui concerne l'autre côté, le côté plus positif, c'est un peu dommage de se dire, toute ma vie je serai à un niveau de bonheur plutôt stable, est-ce que c'est pas un peu fade ? Mais alors, est-ce qu'on peut contrôler son propre bonheur ? Eh bien, Sonja Lyubomirsky, spécialiste de la psychologie positive de l'Université de Californie, a effectué des recherches qui montrent que 50% de notre bonheur est génétique, 10% est basé sur les circonstances de notre vie, et les 40% qui restent sont sous notre contrôle. Ce qui signifie qu'on a plutôt une large marge de manœuvre sur notre bonheur. C'est pour ça qu'on n'est pas tous égaux face à l'adaptation hédonique, étant donné qu'on en contrôle 40%, mais on ne contrôle pas les 60 autres pourcents, donc notamment ce qui se passe dans notre vie, mais aussi les facteurs génétiques, puisqu'on sait que les facteurs génétiques peuvent influer aussi sur la dépression ou certaines autres maladies chroniques et psychiatriques. Par contre, ce qui est plutôt rassurant, c'est que 40% seraient sous notre contrôle, ce qui nous donne quand même une grande marge de manœuvre. Le problème, c'est que souvent notre énergie et notre esprit se concentrent sur des plaisirs rapides, faciles et éphémères. Mais ce n'est pas forcément ces petits plaisirs qui vont nous apporter du bonheur sur le long terme. Le bonheur, ce n'est pas ce que tu penses. Souvent, on passe notre vie à courir après des objectifs en se disant « une fois que j'aurai atteint cet objectif, c'est bon, je serai heureux ». Sauf qu'en fait, une fois qu'on l'a atteint, notre niveau de bonheur redescend à la normale et on se dit qu'en fait, on n'est toujours pas heureux.
Prenons le cas par exemple d'une personne célibataire qui se dit « moi je suis célibataire, je me sens triste, je me sens seule, la seule chose qui me manque dans ma vie c'est d'avoir quelqu'un dans ma vie quotidienne, c'est de rencontrer quelqu'un ». Une fois qu'elle rencontre la personne, qu'elle est en couple, on parle d'une relation saine, donc les premiers mois ça va être très bien, c'est un peu la passion, tout va bien, etc. Et après, tac, comme toujours, le bonheur redescend. Et en fait, elle a comblé cette personne certains manques, comme la solitude, etc. Mais elle a créé d'autres manques. Le manque d'attention, le manque de tendresse, je suis pas satisfaite de ça. Donc en fait, elle a comblé certains désirs, mais elle en a créé d'autres. Et en fait, si on compare son niveau de bonheur en couple et célibataire, eh ben, c'est le même taux de bonheur. Elle n'est pas plus heureuse en couple que célibataire. Donc tu l'as compris, le principal problème c'est qu'on court après des sources de bonheur qui sont de courte durée. Le bonheur sur le court terme. Donc le bonheur sur le court terme, ça se manifeste par la recherche de bonheur immédiat. Alors, c'est très bien de ressentir des petits plaisirs parce que c'est aussi ça qui forme le bonheur, puisque le fait d'avoir des petits plaisirs au quotidien, ça fait que t'es plus positif, que t'es de meilleure humeur et tout ça. Donc oui, ça y contribue, mais si tu ne te bases que sur des petits plaisirs tout le temps, tu ne seras jamais vraiment heureux. Attention, je sais, tu vas peut-être émettre des critiques, mais attention, laisse-moi t'expliquer. Ce que je veux te dire, c'est que souvent, les petits plaisirs, si tu les répètes trop souvent, ton esprit va vite s'y habituer et tu vas redescendre à un niveau de bonheur stable. Donc je te dis pas de ne pas avoir des petits plaisirs, je dis juste que tu ne peux pas compter seulement sur ça pour être pleinement épanoui dans ta vie. Commençons par les expériences sensorielles. Les expériences sensorielles, c'est des expériences qui te font ressentir des émotions fortes, mais qui sont de très courte durée. Donc ça peut être une grande joie, par exemple, tu tombes amoureux, ou tu trouves un super nouvel emploi. Donc évidemment, les premières semaines, tu vas être super content, tu vas ressentir plein d'émotions fortes, sauf qu'en fait, comme toujours, ton bonheur va redescendre à un niveau stable. Ensuite, le deuxième piège, c'est de ne pas poursuivre les objectifs des autres. Se fixer des objectifs, les atteindre et avoir de la gratitude pour ce qu'on a accompli contribue au bonheur sur le long terme. Par contre, quand tu essayes d'atteindre des objectifs qui visent seulement à satisfaire tes proches ou à faire mieux que les autres, ne te rendront pas heureux. Donc tu t'en doutes, ce ne sont pas ces activités-là qui vont te permettre d'avoir du bonheur sur le long terme. Ce qui permettra d'avoir du bonheur sur le long terme, c'est tout ce qui va contribuer à ton épanouissement personnel de manière générale. Des choses qui donneront du sens à ta vie. Mais alors tu vas me dire quelles sont les choses qui peuvent me permettre vraiment de ressentir du bonheur sur le long terme. Pour moi déjà c'est clair, ça passe par une question d'état d'esprit. Déjà, pour moi, le point le plus important, c'est la gratitude. Imaginons que ton objectif, c'est d'acheter une maison. Maintenant, je te présente deux situations. On a Léa, son objectif c'est d'acheter une maison. Elle travaille dur pour atteindre cet objectif et elle se dit, une fois que j'aurai atteint cet objectif, j'aurai enfin réussi ma vie et je serai enfin heureuse. Une fois qu'elle a acheté cette maison, elle est super contente. Les premières semaines, c'est génial. Sauf qu'en fait, très vite, elle oublie complètement la chance qu'elle a de vivre dans cette maison. Et elle ne se sent plus heureuse d'un coup, donc il faut qu'elle se fixe des nouveaux objectifs pour de nouveau essayer de rechercher une raison de vivre et d'être heureux. De l'autre côté, on a Catherine. Catherine veut acheter une maison. Elle se dit que acheter une maison contribuera à son bonheur puisque ça contribuera à sa tranquillité, son confort. Comme Léa, elle travaille dur et elle finit par acheter cette maison. Elle est super contente. Elle est super contente les premières semaines, super excitée, et en effet, son niveau de bonheur, comme Léa, commence à baisser et à atteindre un niveau de bonheur stable. La différence, c'est que Catherine, elle a de la gratitude envers ce qu'elle a accompli. C'est-à-dire que quand elle se lève le matin, quand elle se couche le soir, quand elle rentre chez elle le soir, elle se rend compte de la chance qu'elle a d'avoir la maison de ses rêves. Chaque jour, elle se dit « Qu'est-ce que j'ai de la chance ? Je vais profiter, je vais tout faire pour me sentir bien dedans. Tous les efforts que j'ai faits, c'est pour cette maison. » Et tous les jours, elle ressent de la gratitude. Et évidemment, avoir de la gratitude ne l'empêche pas de se créer de nouveaux objectifs pour se sentir vivante et avancer dans sa vie. Maintenant, je vais te dire la différence entre Léa et Catherine. La différence, c'est que Léa voit le bonheur comme une destination. Et donc elle se dit, une fois que j'aurai atteint cette destination, je serai heureuse.
Sauf que dès qu'elle atteint une destination, elle change de chemin. Et donc, elle est jamais heureuse. Catherine, elle, voit le bonheur comme un chemin, qui est jonché d'épreuves, mais aussi d'événements positifs et de choses à accomplir. Et une fois qu'elle les a accomplis, pour elle, c'est comme un pas en avant. Et donc, elle construit son bonheur comme ça, avec des bonnes bases. Et donc, Catherine aura beaucoup plus de chances de dépasser un niveau de bonheur moyen. La leçon à tirer de tout ça, c'est qu'il faut apprécier consciemment et de manière continue les événements positifs qui arrivent dans ta vie. C'est aussi pour ça qu'il faut être plus souvent en état de pleine conscience. C'est ce que fait Catherine chaque jour quand elle rentre chez elle. Elle s'ancre dans le moment présent, elle regarde autour d'elle, elle se dit « c'est super, ici je me sens vraiment bien ». Ensuite, évidemment, le bonheur sur le long terme passe par des actions pratiques. Déjà, effectuer des actions qui donnent du sens à ta vie. Ces actions, en général, demandent un peu d'effort, un peu de discipline, un peu de réflexion, mais ce sont des activités qui vont t'animer. Ça peut être du sport, ça peut être de la méditation, ça peut être aussi de l'art. Par exemple, si tu adores l'art, l'art c'est infini. Donc, si tu adores ça, toute ta vie, tu ressentiras du plaisir à faire cette activité-là. Le bonheur passe par des activités qui t'animent dans la vie. Donc, si tu fais un boulot, par exemple, qui t'ennuie énormément, c'est normal que tu sois pas heureux, parce que la majorité de ta vie, tu la passes à faire quelque chose que tu n'aimes pas. Alors que si tu es passionné, ton bien-être sera continu. Ensuite, il faut aider les autres. Alors je sais, ça peut paraître un peu bateau, mais l'altruisme, faire du bénévolat, aide énormément à être heureux. D'ailleurs, le bénévolat, c'est beaucoup utilisé pour des personnes qui sont en situation de précarité, donc ça peut être précarité émotionnelle, ça peut être de la solitude, ça peut être des problèmes mentaux, ça peut être de la dépression. Et il y a beaucoup d'études qui ont prouvé que aider, faire du bénévolat, aider les autres, augmentait considérablement le niveau de bonheur. Pourquoi ? Parce que aider donne un sens à sa vie. Et souvent, les personnes qui sont le plus dans la précarité, qui sont le plus mal dans leur vie, ont perdu le sens de leur vie. Et donc aider les autres leur permet de retrouver du sens. Et même si toi, ça va plutôt bien, le fait d'aider les autres te provoquera aussi un sentiment fort de satisfaction et de bonheur. D'ailleurs, ça fait très bien la transition avec mon prochain point, qui est de créer des relations durables. Les relations durables et de confiance augmentent considérablement le bonheur. D'ailleurs, même l'ONU a établi des critères de bonheur pour classer les pays dans l'ordre des pays où les gens sont les plus heureux. Et parmi ces critères, on peut retrouver le fait de pouvoir compter sur les autres. Et donc ce n'est pas un hasard, c'est parce que quand on est bien entouré, quand on a des personnes sur qui compter, avec qui partager des bons moments qui t'amènent de la positivité, ça augmente considérablement ton niveau de bonheur sur le long terme. Ensuite, il faut laisser le passé et aller de l'avant. Ton sentiment de bien-être profond dépend considérablement de ton développement personnel. Si tu apprends à te connaître et à travailler sur toi, déjà, tu comprendras que tu ne peux pas vivre dans le passé. Ensuite, si tu apprends à te connaître, tu trouveras ce que tu aimes et ce qui t'anime dans la vie. Donc, une personne qui se fixe des objectifs et les suit, qui pratique une activité qu'il aime, qui est hyper impliquée, qui pratique une activité qui vraiment l'anime chaque jour, forcément sera beaucoup plus heureux. Évidemment, il faut aussi faire preuve de gratitude envers le bonheur que la vie nous apporte et surtout les actions qu'on fait qui nous apportent du bonheur. Bref, t'as compris. Alors pour conclure, c'est vrai que la thèse de l'adaptation hédonique est parfois contestée. Et peut-être que même toi, en regardant mes vidéos, tu t'es dit « je suis pas trop d'accord avec ça, je trouve ça un peu bizarre ». Moi, personnellement, la nuance que je ferais à cette thèse, c'est plutôt sur les événements négatifs. Parce que l'adaptation hédonique part du principe que, en fait, quels que soient les événements que tu vis, même les événements négatifs, tu reviendras toujours à un niveau de bonheur stable. Et moi, je mettrais une petite nuance parce que je pense que des personnes qui vivent des maltraitances, qui vivent des violences, etc., ont des traumatismes et des traumatismes mentaux en fait qui te marquent à vie et qui font que tu ne peux pas forcément retrouver ce niveau de bonheur stable, ou alors que ces personnes-là n'ont pas forcément le même niveau de bonheur. Je sais pas, je me dis, une personne qui a été maltraitée toute sa vie, est-ce qu'elle va avoir le même niveau de bonheur qu'une personne qui a pas eu des problèmes vraiment hyper traumatiques ou hyper compliqués? Je sais pas ce que t'en penses, mais moi j'émettrais une petite nuance à ce niveau-là. Enfin bref, je pense qu'on peut émettre des critiques vis-à-vis de l'adaptation hédonique, mais que de manière globale, elle est quand même plutôt vraie, et que le fait d'en avoir conscience peut nous aider à toujours maintenir au moins un minimum d'équilibre de bien-être dans notre vie.
Les deux leçons, je pense qu'on doit retenir de l'adaptation hédonique, c'est que c'est quand même plutôt rassurant que pour beaucoup d'événements négatifs ou douloureux de notre vie, on se rapproche quand même toujours petit à petit de notre seuil de bonheur plutôt stable. Et donc c'est quand même plutôt rassurant. Et la deuxième chose qui est rassurante, c'est que on peut aller au-delà de cette ligne médiane, de ce bonheur stable, grâce à des constructions qui se font sur le long terme, donc un changement d'état d'esprit, de la gratitude, des activités qui nous animent, sortir de notre zone de confort pour trouver enfin ce qui nous rend heureux. Donc voilà, j'espère que ma vidéo t'aura intéressé. En tout cas, si tu as aimé, tu peux mettre un j'aime. Pour soutenir mon travail, tu peux t'abonner à ma chaîne. Et n'oublie pas, si tu veux changer, ne le fais pas demain, fais-le ici et fais-le maintenant.